Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction sur Média TV. En cette fin d'année, c'est l'occasion de revenir sur les derniers développements dans le dossier du Sahara marocain. Il y a certes des acquis remarquables dus aux efforts de la diplomatie marocaine sous l'impulsion du roi Mohamed VI qui continue de porter ses fruits, mais il y a aussi des défis à relever pour poursuivre la dynamique que connaît la question du Sahara marocain à l'international, une question stratégique et vitale pour le Royaume du Maroc. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Cherkaoui Roudani, expert en relations internationales et en géostratégie. Bienvenue professeur et merci d'être avec nous. Bonjour madame et merci pour l'invitation. On s'apprête à basculer en 2023. C'est l'heure donc de dresser le bilan de ce qui a été fait jusque-là dans le dossier du Sahara marocain. Des reconnaissances successives de pays influents et de pays qui connaissent bien la nature du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Quelle lecture d'abord faites-vous de l'évolution de ce dossier stratégique pour le Maroc ? D'abord, la première chose qui est très importante aujourd'hui, c'est la montée en puissance de cette question sur la scène internationale et aussi sur aujourd'hui, par exemple, 84% des pays qui sont membres de l'ONU ne reconnaissent plus l'entité fantoche. Et aussi, plusieurs pays africains, plus de 40% des pays africains, ils ont mis en place des conseils généraux dans les villes de Lyoun et de Dakhla, c'est-à-dire une reconnaissance entière de la marocanité et de la souveraineté à part entière du Maroc sur ces provinces du Sud. Aujourd'hui, n'oublions pas, après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, il y avait des positions aussi qui sont très très importantes et substantielles dans cette dynamique. C'est la position espagnole et la position allemande, aussi la position de la Hollande, de la Serbie, des Pays-Bas aussi, donc certains pays africains. Donc je pense aussi sur l'axe arabe, donc le Conseil des pays du Golfe à maintes reprises, il a émis des positions qui sont fermes vis-à-vis de l'intégrité territoriale du Maroc sur son Sahara, sur les provinces du Sud. Je pense aujourd'hui aussi à le discours de Sa Majesté du 20 août. C'est un discours qui est fondateur de la géopolitique ou bien les paramètres de la géopolitique du Maroc, à travers lequel Sa Majesté a insisté que le Maroc aujourd'hui, avec le prisme du Sahara, donc on regarde notre environnement international, et ça c'est un appel à certains partenaires classiques de revoir leur position et aussi de ne pas rester entre deux chaises avec une position grise. Donc de fait, je pense aujourd'hui. On va parler des positions ambiguës plus tard, mais professeur, pouvez-vous d'abord nous rappeler l'essence de cette initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, considérée comme la seule voie possible pour le règlement définitif de ce conflit régional artificiel? Sur quoi est basée cette proposition marocaine ? Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas donc soustraire cette position ou bien cette initiative marocaine de l'autonomie du contexte international et du contexte aussi national. Donc tout le monde le sait très bien, l'Espagne comme la France le savent pertinemment que le Sahara, il est marocain. Donc il fait partie de cette historicité qui a animé le peuple marocain avec toutes ses provinces, avec son roi. Donc comme il a bien souligné Sa Majesté dans son discours du 20 août par exemple, il a commencé par le chantage qui a été à l'égard de la famille royale, soit l'exil, soit perdre la souveraineté et perdre aussi la patrie. Donc la famille royale, Feu Mohamed V, avec sa famille royale, ils ont choisi d'exiler, ils ont choisi le sacrifice. Mais en contrepartie, il y avait une solidarité marocaine qui a été soldée par le retour triomphal de la famille royale de
l'exil. Donc je pense aujourd'hui l'initiative de l'autonomie dans le contexte international, donc il répond à certains besoins donc juridiques. Et aussi, donc n'oublions pas aussi que par exemple nous sommes dans un monde en mutation aujourd'hui devant ce qui se passe dans la région et la sous-région, dans l'Afrique du Sahel, la bande sahélo-saharienne, l'Afrique de l'Ouest, en Afrique tout entière. Donc il y a une certaine métastase de séparatisme en connivence avec le terrorisme qui est en train de s'installer et qui est en train de remonter. Je pense que cette initiative marocaine, il vient de mettre l'accent sur l'unité comme base solide pour construire un État-nation, parce que l'objectif des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, c'est de dégrader, c'est de faire une sorte de dégradation de ce qu'on appelle l'État-nation marocain. C'est l'un des seuls pays dans le continent qu'on peut considérer juridiquement et même politiquement État-nation. Donc ce parapluie de l'unité, il voulait l'affaiblir à travers cette question de séparatisme. Bien évidemment, tout le monde le sait, madame, c'est que cette question du Sahara marocain, ou bien cette question artificielle, c'est une question de dimension géopolitique. Donc certains cherchent de créer un État-lige dans les provinces du sud du Maroc. Certains créent un vide géopolitique dans la région, une zone grise dans la région. Et donc je pense aujourd'hui, avec cette initiative qui répond à certains standards de droit international, qui répond aux standards aussi des droits de l'homme. N'oublions pas aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on donne l'initiative dans le sens et l'essence, c'est de démocratiser le Maroc du nord au du sud, c'est-à-dire de continuer dans cette dynamique de démocratisation de l'État-nation marocain à travers de donner des prérogatives substantielles à la population des provinces du Sud, une population marocaine, pour gérer leurs affaires dans le cadre de ce que nous appelons la régionalisation avancée. Donc, essayer aussi dans la mise en place de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale. Le Maroc, dans cette perspective de créer une dynamique entre les régions, une certaine reconfiguration du Maroc par la mise en place des pôles. Donc, il a mis en place cette initiative de l'autonomie qui donnera à l'élite des provinces, de la population des provinces du Sud de mettre en place une stratégie globale pour une vision globale du Maroc une vision globale. Cherkaoui Roudani, salué à l'international. Il est d'ailleurs à l'origine de plusieurs avancées. Quand on parle des réussites diplomatiques du Royaume, on pense directement aujourd'hui à la position des États-Unis. Vous l'avez évoqué, à la position aussi de l'Espagne. Donc un tournant dans le dossier du Sahara marocain. Comment qualifier ces deux positions et surtout comment les expliquer ? D'abord, comment l'expliquer, c'est important parce qu'aujourd'hui, le rôle que joue le Maroc dans la paix et la sécurité dans la région et la sous-région, la diplomatie marocaine à l'échelle internationale avec une vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui depuis très longtemps a mis en place le socle de la diplomatie marocaine et le rayonnement de la diplomatie marocaine, surtout sur des questions qui sont substantielles, qui vont pour la paix et la sécurité, pas que dans la région et la sous-région, mais dans le continent africain. Nous l'avons vu par exemple après le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, avec cette dynamique de plusieurs pays africains qui installent des consulats régionaux dans les provinces du sud de Laayoune et de Dakhla, des pays arabes. Et de fait, il y a une certaine dynamique globale, une vision bien pointuée et bien ciblée sur la dimension de ce conflit artificiel dans la géopolitique de la région et la sous-région. Tout le monde sait aujourd'hui que le continent africain, il est charcuté, il est déchiré, il est disloqué. Donc, et ce phénomène de séparatisme continue de proliférer dans plusieurs régions de l'Afrique. Et ce qui vraiment mène à affaiblir l'Afrique dans sa dimension de développement, dans sa dimension de se mettre, de se repositionner à l'échelle internationale. Donc les États-Unis, avec le Royaume
du Maroc, c'est un partenariat stratégique très important. Donc, nous l'avons vu récemment avec le budget de la défense américaine qui reconnu donc les provinces du Sud en tant que région qui est très importante à travers les manœuvres militaires de Africa Line. Donc, je pense aujourd'hui, devant cette mutation, cette mondialisation du conflit, donc le Maroc devient une sorte de préambule, ou bien le départ pour reconstruire le continent africain, pour redonner à ce continent une stabilité qui est très recherchée depuis très longtemps. Donc ça passe par la résolution des conflits qui sont artificiels. On l'a vu avec le problème du Sahara marocain, tout le monde le sait comme on vient de dire, c'est un problème géopolitique. Les Américains comme les Espagnols, comme les Allemands, ils ont aperçu que le problème, c'est un problème d'antagonisme entre Alger et Rabat. Alger cherche en Italie, cherche d'avoir une influence, une mainmise géopolitique sur la région et la sous-région. Donc les Américains, ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud en tant qu'une décision, une confirmation des résolutions du Conseil des Nations Unies. N'oublions pas que depuis 2007, il y avait un changement de paradigme sur plusieurs niveaux. Le changement, n'oublions pas par exemple que Peter Van Rossum, l'envoyé spécial de secrétaire général des Nations Unies, il a dit texto comme ça, aujourd'hui il est impossible d'envisager de mettre en place un État lige dans les provinces du sud du Maroc. C'est une question irréaliste et irréalisable. C'est une ça rejoint aussi la position la prise de conscience. Donc les États-Unis. Oui, professeur, la prise en conscience aussi de Madrid, de l'importance de cette question pour le Maroc et cette volonté des deux souverains, donc des deux côtés, donc de tourner cette page et de commencer justement une nouvelle page que nous avons entamée ensemble dans les relations bilatérales entre Rabat et Madrid. Donc, parlez-nous encore du cas de l'Espagne et surtout de sa plus-value dans la résolution de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain. L'Espagne, tout le monde le sait qu'il a une responsabilité politique et une responsabilité morale vis-à-vis de ce conflit artificiel, parce que c'est un pays qui détient les clés, un pays qui détient les clés historiques de ce conflit. Par exemple, quand on parle de l'élite espagnole, l'élite politique interne ou bien l'élite ou la diplomatie espagnole, ils savent pertinemment que le Sahara et les Marocains est depuis des siècles et des siècles, depuis très très longtemps, hein, donc depuis le général Ovaldorm. Donc je pense aujourd'hui, donc dans cette perception, l'Espagne, il avait cette responsabilité, il doit trancher. Aujourd'hui, il y a une dynamique, une mutation globale que connaît le sud de la Méditerranée, comme l'ouest de la Méditerranée, comme l'Atlantique, comme l'Afrique. Je pense que l'Espagne ne peut pas rester à côté de l'histoire, ne peut pas assumer son histoire aussi dans la région et la sous-région. Et je pense que la reconnaissance espagnole et la position qui est très très importante à mon point de vue de l'Espagne vis-à-vis l'intégrité territoriale du Maroc sur la question du Sahara, en soutenant l'initiative de l'autonomie comme la seule base et comme la seule solution, moi je pense que c'est une reconnaissance qui est très très importante, qu'on peut comparer comme une révolution dans ce processus politique qui est engagé avec les Nations Unies et qui demande pas... Voilà, beaucoup de pays saluent ces initiatives marocaines d'autonomie et considèrent la proposition du Royaume comme la plus crédible et réaliste aujourd'hui. D'ailleurs, le roi Mohamed VI, dans son discours prononcé à l'occasion de la révolution du roi et du peuple du 20 août 2022, a cité le positionnement constructif à l'égard de l'initiative d'autonomie affichée par d'autres pays européens comme l'Allemagne, que vous avez cité tout à l'heure, la Hollande. Il y a aussi le Portugal, la Serbie, la Hongrie, Chypre et la Roumanie. Quelle est la position exacte de ces pays ?
Mais écoutez, il y a donc lorsqu'on voit l'Europe en tant que pays, donc dans une relation bilatérale, c'est pas dans le cadre multilatéral qui lie le Maroc avec l'Union européenne. Le Maroc, il a réussi avec une vision claire de Sa Majesté, une percée importante avec des pays européens comme les Pays-Bas, comme la Serbie, comme vous l'avez cité, la Roumanie, donc et plusieurs pays comme le Chypre, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Ces pays-là, ils ont vraiment montré une réceptivité vis-à-vis et le soutien à cette initiative du Royaume du Maroc, parce que tout simplement, ils voient que cette initiative qui est la seule base et la seule solution crédible, capable vraiment de mettre en place un ordre régional équilibré. Il y a la paix, il y a la sécurité, parce que n'oublions pas que le désordre que connaît la région et la sous-région avec la situation en Libye, avec les pays de l'Afrique du Sahel, l'Afrique subsaharienne du Sahel, avec l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de problèmes qui prolifèrent. Donc en fait, dans cette situation, donc avec les changements non constitutionnels qui prolifèrent dans la région et la sous-région, donc bien évidemment, il faut chercher donc de mettre une vision plus claire, essayer de mettre un leadership dans le continent, dans la région. Je pense que cette reconnaissance et cette position qui est très importante de plusieurs pays européens rentre dans une perspective d'évolution des relations bilatérales du Maroc avec ces pays. N'oublions pas que le Maroc, depuis très longtemps, a ouvert sa perception de renforcer, de développer ses relations extérieures, par exemple avec des pays de Visegrad. Nous l'avons vu avec la visite du ministre des Affaires étrangères et la rencontre avec les 4 pays de Visegrad. Les relations aussi culturelles, les relations économiques. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un hub économique qui est très important et nous avons des plans de restructuration de l'économie à l'échelle régionale et sous-régionale. On l'a vu avec le plan de l'OCP, qui est un plan de dimension internationale. On aura l'occasion de revenir sur l'aspect économique aussi de la résolution définitive de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain. Vous avez évoqué le cas de plusieurs pays donc, qui ont reconnu la marocanité du Sahara de manière claire. Qu'en est-il des positions de certains pays présentant encore quelques ambiguïtés concernant la cause nationale, donc des pays auxquels le souverain a fait allusion dans son discours du 20 août 2022 à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, professeur Cherkaoui Loudani. Moi, je pense, lorsque vous avez posé cette question, je pensais directement à la France. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'histoire du Maroc et de la France, c'est une histoire riche, une histoire qui est très importante, de pays qui se sont liés par plusieurs choses. Il y a la diaspora marocaine en France, elle est très riche, elle est très active. Des relations culturelles. Toujours au niveau politique, nous avions une certaine convergence opérationnelle sur certaines questions de dimension internationale. Mais aujourd'hui, par exemple, l'élite française essaye un petit peu de regarder que le problème qui existe entre Paris et Rabat, c'est un problème de différence sémantique. Est-ce que c'est l'autonomie, l'initiative marocaine de l'autonomie, on va dire que c'est la seule solution ou bien une base de solution. Moi, je pense que ce n'est pas la différence sémantique qui existe, mais une différence de perception des choses à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il y a une dynamique que connaît le monde et on doit s'adapter vis-à-vis de cette mutation qu'on voit la position américaine. Donc, cette position américaine nous renvoie dans une échelle géopolitique de dimension globale qui est l'Atlantique, qui est le Sud-Atlantique, donc de s'approprier à une certaine conception stratégique de développement entre Washington et Rabat. Donc Paris, il est invité de regarder avec d'autres lunettes ses relations avec Rabat, avec le Royaume du Maroc. Peut-être ils vont dire non, c'est le problème. Le visa, c'est un problème, c'est une décision souveraine de la France de donner le visa ou non, ça c'est un problème. Soit qu'on va renforcer cette amitié. Chef de la diplomatie française oui, à Rabat, ça résolu dernièrement. Mais je pense, avec Nasser Bourreta.
Mais je pense que le problème, il est plus profond. C'est aujourd'hui que lorsqu'on voit cette dynamique, cette réceptivité de pays européens comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme les États-Unis, comme la Serbie, comme la Roumanie, comme les Pays-Bas, les pays africains, plus de 40% des pays membres de l'Union africaine ouvrent des conseils généraux, les relations sud-sud avec la paramétrisation des relations maroco-françaises dans l'échiquier, dans la reconfiguration, le rôle que joue le Maroc dans la géopolitique de la francophonie. Il ne faut pas l'oublier aussi, donc ça c'est très important. Alors, par exemple, le Maroc dans l'Afrique de l'Ouest. On a parlé de la position américaine, de la position espagnole. On a aussi évoqué les éventuels changements que pourrait connaître éventuellement la position de Paris. Il y a une trentaine de pays aujourd'hui qui ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud, notamment des pays africains. En chiffre, environ 40% des États africains relevant de 5 groupements régionaux ont ouvert des consulats à Lyon et à Dakhla. Quelle lecture en faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, le Maroc, depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, le Maroc s'est impliqué dans la résolution de systèmes de conflits dans le continent. Dans les problèmes que connaît le continent africain, nous l'avons vu donc avec, par exemple, le sommet du travail qui a été en marge de la COP22 qui s'est tenu à Marrakech. On l'a vu dans plusieurs initiatives du Maroc dans la résolution du système de conflits concernant le terrorisme dans le continent africain. On a vu aussi dans le renforcement des relations bilatérales du Maroc avec plusieurs pays de continent, soit des pays francophones ou bien des pays anglophones. Donc, et de fait, aujourd'hui, donc, cette chaise, cette ambiguïté qui existait avant 2016 ne l'est plus aujourd'hui. Donc, le Maroc commence à faire valoir ses droits, à faire valoir aussi sa cause qui est juste et légitime. Et donc, de fait, on comprend aujourd'hui cette dynamique des pays africains qui ouvrent leurs consulats généraux dans les provinces du Sud. C'est une confirmation, c'est une évolution qui est très importante pour le continent africain. N'oublions pas aujourd'hui, comme on vient de dire, il y a plus de 20 mouvements séparatistes dans le continent africain, avec le mouvement Ambazonie, avec le mouvement 23, avec en Éthiopie, même en Afrique du Sud, surtout, et de lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes dans la région. Il y a certes ces partenaires africains, mais il y a aussi le soutien des pays frères arabes, à l'instar de la Jordanie, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Djibouti et Comores, leur soutien à la marocanité du Sahara, comme ça a été rappelé par le souverain dans son discours du 20 août 2022. Alors, comment interpréter ce soutien indéfectible de nos partenaires arabes et nos frères arabes, professeur Cherkaoui Roudani? D'abord, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la dimension historique des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et les pays du Golfe, notamment la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat arabe, et aussi donc d'autres pays comme Oman. Donc, ce sont des pays qui connaissent le substratum de cet antagonisme qui existe, et aussi parce qu'aujourd'hui c'est très important de comprendre, c'est que dans la géopolitique du monde arabe, le Royaume du Maroc joue un rôle très très important dans la paix et la sécurité. Donc on l'a vu par exemple dans le discours de Sa Majesté lors du sommet du Maroc avec les pays du Golfe en Arabie Saoudite en 2016, avec ce discours qui est de dimension géopolitique, de dimension stratégique, aussi parce que, vous l'avez dit dans la présentation,
l'impression que cette question elle est stratégique et vitale. Stratégique parce qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Maroc, c'est une question qui est très très importante pour le peuple marocain, pour le développement du continent africain. Tout le monde sait aujourd'hui que si on arrive de résoudre ce problème artificiel, on peut construire une Afrique de l'Ouest, nord de l'Ouest, qui est très très importante, qui pourrait jouer un rôle très ambitieux dans l'équilibre dans la Méditerranée, dans l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, les pays arabes, avec aussi la relation qu'entretient Sa Majesté le roi Mohamed VI avec ses frères émirs et rois. Donc, c'est une relation qui est pérenne, solide, durable, une relation sincère. Et je pense que ça joue est très, très important on l'a vu d'ailleurs dans la Coupe du Monde avec le Qatar et comment le Qatar il a soutenu l'équipe nationale, comment les pays arabes aussi ils ont soutenu l'équipe nationale marocaine et on voit quelle dimension et à quel cet exploit de l'équipe nationale marocaine du football nous a montré de l'importance. Voilà tout le monde arabe et on voit quelle importance qu'accorde le peuple arabe et les pays arabes à ce pays qui est le Maroc. Parfait. Alors, nous avons parlé des volets politiques, des volets géostratégiques et du volet sécuritaire également. Cette dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain concerne aussi des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Quelle est l'importance de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par ces pays tout particulièrement ? D'ailleurs, quand on parle de l'Amérique latine et des Caraïbes, c'est une région qui historiquement a été calquée sur un modèle communiste, un modèle qui n'est pas mondialisé et qui n'est pas aussi assouvi par ce regard objectif de la réalité de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique tout entier, et particulièrement de cette question du Sahara marocain, parce qu'il y avait des préjugés, il y avait aussi des arguments qui ne sont pas fiables, et donc les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, ils ont joué sur cette historicité, donc c'est pourquoi on a vu que plusieurs pays de l'Amérique latine, ils étaient méconnaissables, ils ne connaissent pas parfaitement la dimension historique, ce problème artificiel dans sa genèse, dans son sens et son essence, et aussi le pourquoi de ce conflit. Donc, et après, il y avait ce travail de la diplomatie de Sa Majesté, on l'a vu avec la visite de Sa Majesté au Cuba, plusieurs lettres, plusieurs échanges avec plusieurs présidents de l'Amérique latine, plusieurs échanges diplomatiques aussi qui étaient très très importants. Donc on a vu que il faut essayer de changer les perceptions vis-à-vis de ce conflit artificiel. Et de fait aujourd'hui les pays. Voilà, donc il y avait des efforts considérables et donc de petit à petit, les pays de l'Amérique latine comme les Caraïbes, on a vu qu'il y avait un changement, une mutation profonde de leur position et en soutenant maintenant l'initiative et l'intégrité à la diplomatie marocaine et à ses efforts, ces efforts qui continuent de fournir. Merci beaucoup professeur Charqaoui Roudani. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géostratégie. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était l'invité de la rédaction. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur notre antenne.